Bonjour tout le monde et merci pour avoir choisi d'être ici avec nous aujourd'hui. Je me présente, je suis Stefano Corradi et je travaille dans le département commerciaux de l'AUMAS. Et aujourd'hui, je vais être votre modérateur pendant cette présentation. Et nous sommes prêts pour commencer notre webinaire et donner la parole à mon collègue qui sera notre rapporteur aujourd'hui, Cristiano Campanini. Bonjour, je me présente à nouveau. Donc, je m'appelle Cristiano Campanini, je suis part du département commercial de l'AOMAS depuis 2015 et aujourd'hui, comme Stefano a dit, je serai votre rapporteur pendant cette présentation. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de lignes directrices pour la correcte installation d'un système de pesage, installation de capteurs de pesage, des accessoires de montage, des instruments électroniques et ainsi de suite. Il s'agit de normes universelles qui sont toujours valables pour quelconque système de pesage qui sont des produits LAOMAS ou de la concurrence. Naturellement, si vous utilisez nos produits, nous serons bien plus heureux. Au cours des années, nous avons effectué des milliers d'assistances techniques à nos clients et cela nous a permis de comprendre que les problèmes et les fautes commises plus fréquemment dans la phase d'installation sont souvent toujours les mêmes. Dès qu'on les a identifiés, classifiés, nous avons choisi de réaliser de courtes vidéos qui sont disponibles déjà depuis longtemps dans notre site pour vous montrer dans la façon la plus rapide, simple et claire possible quelles sont les choses à faire et à ne faire pas. Ce que nous allons faire aujourd'hui sera de voir ces vidéos ensemble et les analyser une par une pour chercher d'approfondir le plus possible chaque sujet. Pour commencer, nous allons alors entrer dans notre site internet. Voilà. Les vidéos, donc notre site internet c'est laumas.com. Les vidéos que nous verrons sont visibles à tout le monde, donc on ne doit pas se connecter avec le mot de passe personnalisé. Il suffit de suivre les étapes suivantes, donc assistance, webinaire et tutoriel, et sélectionner un moment. OK, sélectionner vidéo tutoriel. Dans cette section, vous trouvez une liste de vidéos. Ici, il y a toutes les vidéos que nous allons voir aujourd'hui, mais aussi beaucoup d'autres vidéos à propos du fonctionnement de nos instruments et de nos produits, comme par exemple les transmetteurs multicanaux et aussi les digitalisateurs LCB et d'autres. Personnellement, je crois que c'est une section très utile dans laquelle il y a déjà beaucoup de réponses à les doutes que vous pourriez avoir en travaillant avec nos produits. Et les vidéos sont aussi très faciles à utiliser pour montrer à vos clients les choses à faire. C'est plus facile de voir en vidéo que quelquefois qu'expliquer par email ou téléphone. Les vidéos qui nous intéressent en particulier aujourd'hui sont celles qui vont du numéro 1 à 8. Nous les verrons toutes et donc pour éviter des problèmes de connexion avec la ligne internet, aujourd'hui j'utiliserai les mêmes vidéos mais déjà précédemment téléchargées dans mon ordinateur. Alors, on va maintenant commencer avec la première vidéo qui est dédiée à l'installation des capteurs de pesage. Ligne directrice pour la réalisation d'un système de pesage. Montage des capteurs de pesage. Planéité et indéformabilité des plans d'appui. Respect des phases d'appui et du sens d'application de la force. Utilisation de capteurs de pesage à appui central. Vérifiez que les plans d'appui des capteurs de pesage sont parallèles.
Utilisez des accessoires de montage appropriés pour compenser tout non-parallélisme éventuel des plans d'appui. Les plans d'appui doivent être suffisamment rigides, théoriquement indéformables. Pour les capteurs de pesage de type cisaillement, flexion, appui central, respectez la portée indiquée sur la fiche technique. Faites attention au sens d'application de la force indiquée sur la fiche technique ou sur le corps du capteur. Celui-ci doit être orienté dans le même sens que la force appliquée. Pour des raisons de sécurité, utilisez les capteurs de pesage à un maximum de 70 à 80% de leur portée nominale. Dans le cas du pesage de structure à 4 appuis, considérez que la charge ne sera pas répartie uniformément sur ces derniers. Et 85 à 90% de la charge appliquée ne portera que sur 3 appuis. Les capteurs de pesage à appui central et pour plateforme sont prévus pour peser correctement dans une zone indiquée sur la fiche technique. Par exemple, en utilisant un capteur prévu pour une surface de 400 par 400 mm, il est certain qu'en appliquant une force en tout point d'une structure de cette taille, les données relevées seront correctes. En installant une structure plus grande que celle indiquée sur la fiche technique, ou en appliquant un objet qui sort de la structure, on risque d'endommager le capteur de pesage à appui central. Et de toute façon, la valeur de poids relevée est incorrecte. Bien. Donc, dans cette première vidéo, nous avons parlé, comme vous avez vu, de planéité et indéformabilité des surfaces d'appui. Et il ressort, si nous ne respectons pas des points clés, nous aurons sûrement des problèmes du point de vue d'un correct pesage, du résultat du pesage. Donc, les plans d'appui doivent être parallèles entre eux et la charge se doit décharger dans l'axe du capteur. À défaut, des variables latérales entrent en jeu et ne nous permettront pas d'avoir un pesage précis. Naturellement, nous parlons souvent de grossières menuiseries dans lesquelles il n'est pas facile de réussir à être parfaitement parallèle. Donc, on ferait mieux d'utiliser des accessoires de montage qui nous permettent de compenser la faute de parallélisme. Les surfaces d'appui, donc le plan de chargement et le châssis inférieur sur lesquels nous allons lier nos accessoires de montage, doivent être rigides et indéformables. Si elles se plient, elles nous font commettre des erreurs dans le pesage, ne nous permettant pas que la valeur de poids se stabilise, ne garantissant aucune répétabilité du poids au moment que nous allons appliquer la charge à nouveau, car vraisemblablement la structure se comportera d'une façon différente chaque fois. Et enfin, on pourrait aussi mettre en danger le capteur de pesage, car il fonctionnerait comme s'il fût une contrainte mécanique. Quand nous parlons de capteurs de pesage à flexion, cisaillement, appui central, nous devons toujours respecter la cote d'appui indiquée dans la fiche technique. Si nous ne respectons pas cette donnée, le capteur pourrait ne fléchir pas correctement et donc on aura un faux signal de sortie et en conséquence une valeur de poids pas correcte. Le sens de la charge doit toujours être respecté. Normalement, il est indiqué avec une flèche dans le corps du capteur de pesage ou dans la fiche technique. Cette flèche doit être toujours orientée dans la direction de la force appliquée. Si le capteur est accidentellement installé au contraire, il nous donnera un signal de sortie qui augmente en négatif. Donc, si nous avons un système de pesage avec un seul capteur de pesage, nous pourrons le noter presque immédiatement parce que nous verrons le poids qui croît avec les signes moins dans l'écran de notre indicateur. Mais si nous avons un système avec 3 ou 4 ou plusieurs capteurs et seulement un de ces capteurs est installé à l'envers, ça nous mènera à la vie dure quand nous allons faire la calibration, car en déplaçant les messes,
nous verrons la valeur de poids qui augmente ou que diminue, et nous n'entendrons pas la raison de ce changement sans effectuer un contrôle approfondi. Et puis, à propos du point 3, surdimensionner les capteurs est une suggestion que nous donnons toujours. N'importe pas la typologie de capteurs de pesage qu'on va installer. Nous conseillons normalement que les capteurs travaillent avec 70-80% de leur capacité nominale pour maintenir une marge de sécurité s'il y avait une charge dynamique ou une surcharge imprévue. Quand nous allons réaliser un système de pesage à 4 appuis, il faut considérer par exemple que la charge se distribuera pas de façon uniforme, mais dans la façon la pire dans les 4 appuis. Donc, pas 25% pour chaque capteur, mais supposez que 3 capteurs porteront 85-90% de la charge totale. Donc, autant plus, il faut surdimensionner la capacité nominale en fonction de cet aspect. Toute typologie de capteurs de pesage à flexion, cisaillement, traction, compression, etc. pour peser correctement doivent mesurer une force appliquée dans leur axe, comme on a dit. Mais tous capteurs sauf ceux à appui central ou aussi appelés single point. La particularité de cette typologie à appui central tient au fait d'être capable de peser correctement non seulement la charge qui est appliquée sur l'axe, mais aussi dans une aire plus large qui est toujours indiquée dans ces fiches techniques. Il est très important de respecter cette aire car si nous la dépassons, nous aurons sûrement des mauvaises valeurs de poids et prendrons le risque d'endommager le même capteur irrémédiablement. Donc il faut toujours considérer la donnée indiquée dans la fiche technique et si par exemple nous voulons réaliser une plateforme avec un seul capteur qui a des dimensions maximales de 600 pour 600 mm, nous n'utiliserons pas un capteur avec appui central inférieur. Bien, nous passons maintenant à la vidéo numéro 2, toujours liée à l'installation des capteurs de pesage, mais plus tournée aux accessoires de montage. Contraintes mécaniques, friction possible, présence de tuyaux. Un système de pesage est d'autant plus précis que la structure pesée est sans frottement. En présence de tuyaux, avant d'ancrer le tuyau à la structure pesée, vérifiez qu'il est proche et aligné avec la buse sur laquelle il sera fixé. Les frottements peuvent être limités en utilisant des tuyaux flexibles et des joints flexibles, ou à l'entrée libre avec protection en caoutchouc, par exemple du type à soufflet. Alternativement, positionnez le premier étrier d'ancrage dans la section horizontale, aussi loin que possible de la structure pesée, au moins 40 fois le diamètre du tube. Pour vérifier la bonne installation mécanique du système de pesage, il faut mettre à zéro l'indicateur de poids, appliquer une force sur le système, la retirer. L'indicateur doit revenir parfaitement à zéro. Dans le cas d'un système de pesage à plusieurs capteurs, répétez cette opération pour chaque capteur. Lorsque le système est chargé, les valeurs de poids seront similaires sur chaque capteur. Lorsque le système est déchargé, elles indiqueront 0. Bien, nous avons vu donc la vidéo numéro 2. Ceci est sûrement un autre aspect très important. Très souvent, nos clients nous demandent quelle est la précision du capteur, quelle est la précision que j'aurai dans ma balance. Donc, de notre point de vue, répondre à des questions de ce type est toujours très compliqué, très difficile. L'erreur combinée d'un capteur de pesage qui est toujours indiqué dans sa fiche technique, ainsi que la classe de précision associée au certificat d'homologation, s'il y a un, sont des données référées à des capteurs testés avec une machine d'essai dans des conditions environnementales parfaites, théoriques.
Et c'est très différent d'avoir le même capteur installé dans un contexte réel. Ce qui crée des erreurs dans le pesage, comme nous avons vu dans cette vidéo, sont les frottements mécaniques, les vibrations et les éventuels tuyaux connectés. Ce sont nos clients qui réalisent les systèmes de pesage par nous. Donc, il faut considérer que la précision augmente à la diminution des frottements. En cas des tuyaux, pour éviter des tensions dues aux connexions des tuyaux même, vous devez vous assurer que le tuyau soit proche et dans l'axe de l'ogive à laquelle il sera connecté. Pour réduire au mieux les frottements, vous devez toujours utiliser des tuyaux flexibles avec des accouplements élastiques. Et dans les cas que ça ne fût pas possible, vous ne devez pas oublier de fixer le tuyau à une distance de minimum 40 fois le diamètre du même tuyau. Une autre partie de la vidéo était dédiée à comment vérifier la correcte installation du système de pesage. Avant tout, une fois qu'on a réalisé la calibration théorique dans l'indicateur ou le transmetteur de pesage qu'on est en train d'utiliser, il faut mettre à zéro la tare. Ensuite, il faut appliquer une charge au système pour vérifier si la lecture est correcte, retirer la charge pour contrôler que la balance rentre à zéro, et depuis répéter l'opération pour assurer la répétabilité du résultat. Dans le cas d'un système de pesage avec plusieurs capteurs de pesage, généralement on en a 3 ou 4, mais on peut en avoir plus, nous devons nous rappeler d'appliquer la charge sur chaque capteur. N'importe pas que le système soit composé par un seul ou plusieurs capteurs, il est important d'appliquer une charge significative qui corresponde pour nous au moins aux 50% à la moitié de la capacité nominale de la balance ou à la valeur de poids moyen que sera chargé dans les normales phases d'utilisation du système. Si par exemple on a un système de 1 tonne, nous n'utiliserons pas des messes de 50 ou 100 kg pour effectuer cette opération, car l'essai ne serait pas fiable, le résultat ne serait pas fiable. Dans le cas où le poids montré n'est pas correct, répétable et le système ne rentre pas à zéro, vous devrez vérifier votre structure mécanique pour comprendre si le châssis est inapproprié, donc si c'est un problème de châssis, et si les châssis flèchent de façon pas correcte, ou s'il y a des autres contraintes mécaniques, des autres variables mécaniques. Eh bien, on peut maintenant passer à la vidéo numéro 3, qui est la connexion des capteurs de pesage en parallèle. Connexion de plusieurs capteurs en parallèle. Pour connecter plusieurs capteurs en parallèle, utilisez une boîte de jonction étanche, avec un bornier approprié ou un émetteur multicanal en boîte. Les câbles entrants et sortants de la boîte ou du transmetteur multicanal nécessitent l'installation de presse-étoupe. Les câbles d'extension utilisés pour la connexion doivent être blindés. Nous recommandons d'utiliser un câble à 6 fils avec gestion du référence détection, capable de compenser la chute de tension due à la distance entre les appareils. Si possible, le câble doit être placé seul dans la goulotte, le plus loin possible des câbles d'alimentation. En utilisant des câbles de connexion à 4 conducteurs, prévoir une section minimale de 1 mm² et de préférence, ne pas dépasser 300 mètres de longueur. Nous revoilà après cette vidéo dans laquelle nous avons parlé principalement de câblage. Laissez-moi donc résumer. Quand il faut connecter plusieurs capteurs de pesage en parallèle, il faut utiliser une boîte de jonction étanche ayant à l'intérieur un bornier approprié ou un transmetteur de pesage installé directement sur le terrain. Le câblage doit toujours être réalisé avec des presse-étoupe. Si on choisit l'installation d'un transmetteur de pesage sur le terrain au lieu de la boîte de jonction traditionnelle,
nous conseillons d'utiliser notre gamme de transmetteurs multicanaux qui assurent des avantages que les autres transmetteurs normalement n'ont pas. Donc, par exemple, l'égalisation numérique, la visualisation de la répartition de la charge dans le système, la diagnostic avancée des capteurs et des autres fonctions. Pour la connexion entre boîte de jonction et indicateur de pesage, c'est mieux utiliser un câble blindé à 6 fils pour compenser la chute de tension due à la distance. Si on est obligé à utiliser un câble à 4 fils, rappelez-vous que la section minimale des conducteurs doit être de 1 mm² et qu'on ne peut pas dépasser les 300 mètres de longueur. Comme le signal du capteur est très bas, en tant que nous parlons de millivolts-volts, il est aussi facile à brouiller, à être brouillé. Le câble doit donc toujours voyager, nous suggérons à l'intérieur d'une roulotte électrique destinée, donc seulement pour le câble capteur, et loin de câbles de puissance, mais aussi des inverseurs et des autres possibles sources de perturbations électriques. Bien, on va maintenant passer à notre vidéo numéro 4 qui est dédiée au soudage. Électrosoudure. Nous déconseillons les soudures avec les capteurs de pesage déjà montés. Si elles sont inévitables, positionnez la pince de masse de la machine à souder aussi près que possible du point où vous souhaitez souder, afin d'éviter que le courant traverse le corps du capteur et l'endommage. Donc, comme on a vu, avant tout, les capteurs ne doivent pas souffrir des décharges électriques, car si se passe, les capteurs seraient endommagés irrémédiablement. Donc, normalement, nous conseillons de réaliser toujours les soudages avant d'installer les capteurs. Dans les cas où ça n'est pas possible, vous devrez placer la pince de masse de la soudeuse la plus proche possible au point de soudage et le plus loin possible du capteur pour éviter que le courant passe à travers le corps du capteur et qu'il l'endommage. On peut déjà voir la vidéo numéro 5 qui est dédiée à la réalisation des contraintes contre les forces latérales. Orientation des contraintes, présence de vent, choc, vibration, force horizontale, possibilité de basculement. Divers accessoires de montage sont disponibles. Leur but est d'obtenir l'application correcte du capteur de pesage et une fiabilité et une précision maximale, compatibles avec les raccordements mécaniques, électriques et pneumatiques présents sur la structure à peser. Dans les systèmes à plusieurs capteurs, il est recommandé de positionner les fixations de manière à ce qu'elles puissent contrer les forces latérales. Le concepteur du système devra évaluer si les accessoires de montage standard sont suffisants à cet effet, ou s'il doit prévoir des dispositifs supplémentaires en fonction de choc et vibration, pression du vent, classification sismique de la zone d'installation, consistance de la base d'appui. La réalisation de contraintes capables de contrer les forces horizontales permet au capteur de pesage de fonctionner correctement, évitant ainsi de subir des contraintes potentiellement dommageables. La réalisation de contraintes anti-basculement est indiquée dans les systèmes de pesage sur silo, réservoirs ou structures placées à l'extérieur et soumises à une poussée de vent potentielle, des tremblements de terre, des impacts accidentels avec des machines en fonctionnement et d'autres situations similaires. Donc, comme l'AUMAS, en plus des capteurs de pesage, nous mettons à votre disposition aussi une vaste gamme d'accessoires de montage adaptés à quelconque type d'exigence et d'application. La plupart de nos accessoires intègrent déjà des contraintes anti-renversement et contre les forces latérales horizontales, mais il doit être clair que le but principal de ces accessoires est d'assurer une correcte application mécanique des capteurs,
et la meilleure précision possible compatiblement avec toutes les variables existantes dans l'installation. Donc, ces variables peuvent être les connexions mécaniques, électriques, les variables pneumatiques, vibrations et d'autres. Dans les systèmes de pesage avec plusieurs capteurs, les contraintes doivent toujours être installées de façon qu'elles puissent contraster les éventuelles poussées latérales, comme on a dit. Il est donc tâche et responsabilité du concepteur de l'installation de réaliser une correcte analyse pour évaluer si nos accessoires de montage standards sont suffisants à assurer les sécurités mécaniques appropriées pour le système, ou s'il sera nécessaire d'installer des autres contraintes en fonction de possibles chocs, vibrations, poussées du vent. Par exemple, si on parle d'un silo qui est installé en plein air et qui est très haut et étroit, mais aussi selon la classification séismique de la zone d'installation, la consistance de la base d'appui sur laquelle notre système de pesage sera placé. La réalisation de contraintes mécaniques appropriées qui contrastent les forces horizontales, comme par exemple des tiges filetées ou tendeurs, permet que les capteurs travaillent correctement et évite aussi sollicitations mécaniques qui à long terme pourraient être dangereuses. Quand nous allons réaliser les systèmes de pesage dans des silos, réservoirs ou autres structures installées en plein air et donc soumises à la possible poussée du vent, aussi avec la collision avec des engins de chantier, tremblements de terre et d'autres, nous conseillons toujours d'installer des contraintes anti-renversement, comme par exemple de tiges filetées, appropriées avec des écrous autobloquants. L'ajout de contraintes mécaniques a aussi des inconvénients, car il assure les sécurités nécessaires, mais plus de contraintes signifie plus de risque de création de frottement. Et comme on a vu, plus de frottement signifie qu'on influence négativement la précision, le résultat de notre système de pesage. Pour limiter ce problème, il est important d'effectuer une correcte installation mécanique de ces contraintes additionnelles qui doivent toujours être libres et entrer en jeu seulement dans certaines conditions. Donc, si on installe par exemple de tiges filetées avec des écrous pour réaliser des contraintes anti-renversement, ces tiges doivent être laissées libres avec un jeu de quelques millimètres entre l'écrou autobloquant et la gâche plate, afin qu'elles entrent en jeu seulement dans des conditions de risque. Il faut laisser donc ces contraintes libres pour éviter des gros problèmes de précision avec le système de pesage. On peut maintenant passer à voir une autre vidéo qui nous parle toujours de l'installation mécanique de silos, réservoirs et autres structures avec des pieds. Pesage sur silo, réservoir, structure avec pied. Si le système de pesage est appliqué à des structures avec pied ou à des silos, assurez-vous dans tous les cas que les supports sont reliés les uns aux autres. À défaut, les relier correctement. Bien, la vidéo était très brève et dans ce cas, il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter. Donc, si le système de pesage est appliqué à structure avec des pieds, comme on a vu silo ou réservoir par exemple, vérifiez que les pieds soient liés entre eux afin d'éviter des possibles déformations sous l'effet de la charge appliquée. Si les pieds flèchent et notre réservoir se déforme, nous aurons sûrement des erreurs dans le pesage et avec le temps, ça pourrait aussi devenir dangereux car les pieds pourraient céder et avec les pieds, l'entière structure. On passe maintenant à la prochaine vidéo qui nous parlera des charges électrostatiques et de la mise à la terre. Charge électrostatique, mise à la terre de la structure pesée. Les charges électrostatiques sont potentiellement capables d'endommager les capteurs de pesage.
Pour cette raison, il est recommandé de connecter, au moyen d'un conducteur en cuivre de section adéquate, la plaque supérieure d'appui de chaque capteur individuel avec la plaque inférieure correspondante. Connectez ensuite toutes les plaques inférieures ensemble en les amenant au même réseau de terre. De cette façon, les charges électrostatiques sont déchargées au sol sans traverser et sans endommager les capteurs de pesage. La création d'un système de mise à la terre correct permet d'éviter la possibilité de dommages futurs au capteur et à l'instrument qui leur est connecté. Il est absolument interdit de réaliser la continuité du système de mise à la terre à travers les parties métalliques de la structure pesée. Alors, comme on a déjà vu pour les soudages, les charges électrostatiques peuvent aussi endommager les capteurs de pesage. Donc, il faut les décharger à terre sans traverser les capteurs. Pour éviter ce problème, nous devons toujours réaliser un correct système de la mise à la terre. Pour chaque appui, il faut connecter un conducteur en cuivre entre la plaque supérieure et la plaque inférieure du capteur. Ensuite, connecter toutes les plaques inférieures entre eux et puis les connecter au même réseau de terre. En faisant ça, les charges électrostatiques qui pourraient se créer seront déchargées directement à terre sans traverser et endommager les corps des capteurs. Un système de mise à terre bien fait sauve la vie non seulement des capteurs, mais aussi de l'instrument de pesage qui est connecté. On ne doit jamais réaliser la continuité du système de terre en traversant les parties métalliques de la structure pesée. Nous sommes enfin arrivés à notre dernière vidéo qui est dédiée aux normes pour la correcte installation de transmetteurs et afficheurs et indicateurs de pesage. Règles pour l'installation correcte des instruments électroniques, indicateurs de poids et transmetteurs de poids. Le câble des capteurs de pesage doit être autonome et ne doit pas passer dans des goulottes avec d'autres câbles. Il est recommandé de le connecter directement à l'indicateur ou au transmetteur de poids sans interruption et sans bornier de support. Évitez l'installation des instruments électroniques sur un panneau contenant des onduleurs. Si cela est inévitable, installez des filtres spécifiques et interposez des plaques de séparation entre les onduleurs. Si vous devez alimenter une instrumentation de 230 volts en courant alternatif, utilisez un transformateur 380-230. Évitez d'utiliser l'une des phases du réseau 380 et le neutre. Le responsable du panneau électrique doit préparer et installer toutes les protections électriques nécessaires au système. Il est conseillé de maintenir les instruments sous tension à tout moment pour éviter la condensation. Bien, comme nous venons de voir, quand on parle de câblage des capteurs de pesage, le câble de connexion entre les capteurs et l'indicateur ou le transmetteur de pesage doit voyager séparé des autres câbles. Si possible, à l'intérieur d'une goulotte dédiée, afin d'éviter des éventuels brouilleurs provenant par l'extérieur. Il doit être connecté directement aux instruments électroniques sans interruption et sans bornier d'appui. Nous conseillons d'installer les instruments de pesage à l'intérieur de tableaux électriques qui ne contiennent pas des inverseurs. Si nous sommes obligés à le faire, il faut se rappeler d'installer des filtres appropriés et d'interposer des tôles de séparation entre les inverseurs et l'instrumentation de pesage. S'il faut alimenter nos instruments avec 230 volts en courant alternatif, utilisez un transformateur de 380 volts à 230 volts et absolument évitez d'utiliser une des phases du réseau et le neutre. Qui s'occupera de la réalisation du tableau électrique devra préparer et installer
aussi toutes les protections électriques nécessaires comme les fusibles, les disjoncteurs différentiels, etc. Nous suggérons de maintenir toujours le courant des instruments de pesage pour éviter la possible formation de condensation à l'intérieur du tableau et dérives thermiques dues au réamorçage suivant l'arrêt. Je pense alors qu'on a terminé. Nous avons vu et analysé toutes les vidéos que nous avons réalisées pour décrire dans la façon la plus simple possible les normes d'installation des systèmes de pesage. Personnellement, je pense, comme j'ai déjà dit, que ces vidéos soient un instrument très utile non seulement pour vous, mais aussi pour vos clients. Et donc, je vous invite à les partager avec eux. Et je vous rappelle que c'est possible de les voir, de les regarder dans tout moment dans notre site internet. Nous sommes donc arrivés au moment des questions. Donc, si vous avez des doutes, perplexités, maintenant, c'est le bon moment pour les poser. Donc, nous avons la première question, Cristiano. La question, c'est quelle est la règle à utiliser pour choisir la section du câble dans le cas d'une utilisation de Peugeot à 6 fils? Donc, pour la section du câble 6 fils, donc la règle qu'on donne, c'est spécifiquement pour les câbles à 4 fils. Pour ce qui concerne les câbles à 6 fils, nous n'avons pas une restriction. La restriction principale, c'est sur les câbles à 4 fils. Donc, la section doit être en millimètres carrés, comme on a dit. C'est très important de nous rappeler que nous hypothésons un signal qui pourrait être brouillé, et même dans la situation théorique la parfaite, le signal de ce type ne peut pas voyager pour plus de 300 mètres. Donc, c'est mieux utiliser un câble à 6 fils ou à 4 fils avec les limitations de 1 mm², mais toujours pour des distances de moins de 300 mètres carrés et moins de 300 mètres de longueur, et à l'intérieur d'une goulotte qui protège le signal des interférences. Oui, correctement, parce que, comme tu as dit, avec le câble à 6 fils, nous avons l'alimentation, le signal et aussi la référence qui va protéger par les brouillages de tension. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas des autres questions, mais une question qui arrive très souvent de nos clients est comment utiliser un poids de référence à la place de la messe standard quand on est en train de calibrer un système où c'est impossible utiliser une messe standard, par exemple dans un silo ou avec des systèmes avec une capacité très haute. C'est une question qui nous arrive très souvent, et donc dans ce cas, on conseille d'utiliser une quantité déjà connue du produit qu'on utilisera dans les systèmes. Par exemple, si on a un silo, on peut utiliser le produit qui sera pesé à l'intérieur et qui est peut-être arrivé par exemple avec un camion duquel nous connaissons parfaitement les poids transportés. Ou sinon, c'est aussi possible d'utiliser de l'eau si on a la possibilité de peser, de connaître le poids, le volume, donc le poids de l'eau. Ça nous permet de remplacer l'utilisation de messes dans les cas où c'est techniquement impossible de les poser dans chaque appui. Donc, je crois, Cristiano, que si nous n'avons pas d'autres questions, pour aujourd'hui, c'est tout. Merci beaucoup à tout le monde et au revoir. Merci et bonne journée, bon travail.